je vais commencer en terminant la présentation de Laure, en sortant du stage. Elle s'est dit « Oh non, il y a ça que je voulais dire ». Fait que pour elle, je vais vous le dire. C'est une citation de Jacques Poulain qui dit « Ce qui compte, ce sont les liens d'affection qui relient les gens entre eux, formant une toile immense et invisible, sans laquelle le monde s'écroulerait. » Puis ça va tellement bien avec notre présentation, parce que juste avant la pause, Micheline me disait « Mais ce qu'on vient d'entendre, là, c'est ça qu'on veut dire. Puis là, c'est nous qui va le dire. » Il y a des décisions politiques qui peuvent sembler très logiques, mais qui discriminent des gens. Il faut avoir accès à la pensée, à l'intelligence et à la réalité des personnes en situation de pauvreté pour que se prennent des décisions qui améliorent réellement leurs conditions de vie sans discrimination. Ces personnes sont des expertes et agissent pour en sortir. On va regarder les impacts de ces décisions-là dans la vie des personnes en situation de pauvreté. On va se demander pourquoi c'est comme ça. Et puis, penser, décider et agir avec les personnes en situation de pauvreté, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça changerait si on le faisait avec elles au moment de prendre les décisions qui les concernent? On dit qu'au Québec, il y a des lois, des pratiques sociales, des décisions politiques, des institutions qui sont discriminatoires. C'est quoi ça, une décision discriminatoire? Aucun programme de retour à l'emploi, même à temps partiel, dès qu'une personne est déclarée invalide. Aucune assurance, aucun prêt dans les caisses populaires quand on est sur l'aide sociale. Peu de construction de logements sociaux. Le maintien de la distinction bon pauvre, mauvais pauvre à l'assistance sociale. La coupure pour les pensions alimentaires pour les prestataires d'aide sociale. Les personnes seules et les couples sans enfants reçoivent moins de revenus par personne que les personnes et les couples avec enfants. À l'aide aux études, l'augmentation de la proportion des prêts et la diminution de la proportion de bourses. La contribution santé. L'augmentation des prestations d'aide sociale qui ne suit pas l'augmentation du coût des besoins de base. Les décisions arbitraires des agents à l'aide sociale. Encore, à l'aide sociale, l'obligation de devenir économiquement dépendante du conjoint après un acte de cohabitation parce que les prestations seront coupées. Et des coupures lorsqu'on est en couple. La hausse des frais de scolarité, même si c'est juste indexé. Le coût d'un loyer à prix modique calculé sur le revenu gagné l'année précédente. Ça coûte plus cher et parfois, il n'y a plus de revenus. Donner un revenu insuffisant pour couvrir les besoins de base, c'est une décision aberrante. C'est une discrimination automatique et voulue. Prendre des décisions sans tenir compte du vécu des gens, ça a des impacts sur leur vie. Tu n'avais pas un exemple de ça, Micheline? Oui, justement. Les personnes en situation de pauvreté ne peuvent pas toujours manger santé. 5 fruits, 5 légumes par jour, on oublie ça. Par contre, il y en a plusieurs qui font plus de 30 minutes d'exercice physique par jour. Elles marchent parce que le transport public n'est pas abordable. Et parfois, il n'y en a même pas. Leur moyen de transport, c'est leurs souliers. Elles connaissent aussi l'angoisse des fins de mois. Elles vivent l'isolement et l'exclusion. Elles sont victimes de préjugés qui les disent paresseuses, pas débrouillardes, qui ne savent pas budgéter, des profiteuses du système, et j'en passe. Et si l'espérance de vie pour les personnes appauvries se voit raccourcie de 10 ans, ça s'explique entre autres à cause du poids de l'angoisse et du stress. C'est France qui nous disait que ça use plus. Quand tu ne sais pas ce que tu vas mettre dans ton assiette, comment payer ton hydro, c'est plus usant que bien des affaires. Il y a des trucs super importants que tu dois mettre de côté, ça te pèse sur tes épaules. Il y a des décisions qui font que les personnes en situation de pauvreté se sentent discriminées. Pourquoi? Nous, on pense que c'est parce que les personnes ne sont pas impliquées dans les décisions. Et pourquoi elles ne sont pas impliquées?
C'est à cause des préjugés. Il y en a plein des préjugés. Mais c'est lesquels les plus importants? On dirait que c'est seulement les experts reconnus qui peuvent contribuer aux décisions politiques sur la pauvreté. Parce que de toute façon, on sait bien, les pauvres, ils savent rien, ils connaissent rien. Les pauvres, ils sont paresseux, puis ils sont bien trop lents. On n'est vraiment pas d'accord avec ça. Tu peux-tu répondre à ça, Lise? Oui. Nous, on a des connaissances qui peuvent être les mêmes que celles des personnes qui ne vivent pas la pauvreté. Aussi variées, aussi approfondies et dans tous les domaines. On utilise plus de savoir concret, de trucs qu'on se transmet et qui permettent de se débrouiller au quotidien dans différentes situations. On sait souvent mieux réutiliser et réparer. Plusieurs ont développé une faculté à faire face aux difficultés, aux imprévus, à improviser. Parce que si l'argent peut régler beaucoup de problèmes, quand on n'a pas, faut penser vite. Faut penser vite, pardon. D'un autre côté, on connaît des choses que les autres ne peuvent pas savoir. On est des experts du vécu de la pauvreté. Nous, on sait ce que c'est de vivre dans la précarité, de devoir se débrouiller avec pas assez. Vivre l'anxiété de réussir à faire manger toute la famille durant le mois, garder de la nourriture cachée pour qu'il en reste. Une personne qui ne vit pas la pauvreté ne peut pas connaître ça dans ses tripes. Ces choses qu'on connaît ont été mises en évidence dans l'exposition « Objets pauvreté ». On avait demandé aux gens d'apporter des objets qui, pour eux, représentaient ce que ça voulait dire, la pauvreté. On a eu des réponses incroyables, qui touchent beaucoup et qui sont très parlantes. Par exemple, être pauvre, c'est brûler la chandelle par les deux bouts tellement ça use. C'est sauter la prise de médicaments pour manger. Les personnes en situation de pauvreté peuvent aussi partager des idées pour améliorer leur communauté. Il y a beaucoup d'imagination, d'idées originales. Michel, tu n'avais pas une suggestion pour la bourse de carbone? La bourse de carbone, ça concerne surtout les entreprises. Celles qui polluent peuvent acheter une certaine paix. Et les individus là-dedans. Pourquoi ne pas concevoir un crédit remboursable de carbone pour piétons, par exemple? Pour des gens qui ont opté pour le transport collectif, ça pourrait leur permettre de payer une partie de leur passe mensuelle. Ou encore, ça pourrait permettre aux gens qui sont à pied pour se déplacer d'être chaussés plus adéquatement. Vous voyez, de l'imagination, il y en a plein. Parle-nous donc des escaliers roulants, Micheline. Oui, bien, Viviane en a parlé un peu tantôt, mais là, je vais vous dire ça dans mes mots. Un jour, des personnes en situation de pauvreté ont comparé la société à des escaliers roulants séparés par un palier. Selon elles, vivre la pauvreté, c'est comme essayer de monter dans l'escalier du bas qui va vers le bas, alors que les gens de l'escalier du haut vont vers le haut. Ils n'arrêtent pas de dire aux pauvres de l'escalier du bas, « Montez donc! » Les personnes dans l'escalier du bas répondent, « Arrêtez donc de nous dire de monter, il faut s'occuper des escaliers, c'est-à-dire des mécanismes qui entretiennent ces inégalités. » John, tu voulais nous parler du PIDESC? Oui, le PIDESC, c'est le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels signé par le Québec et le Canada. Lorsqu'il a été rabroué par le comité de surveillance du PIDESC, le Québec a osé retorquer qu'il faisait de la redistribution de la richesse en subventionnant les banques alimentaires. J'imagine que le gouvernement a dû oublier qu'il n'y en avait pas partout des banques alimentaires au Québec. D'ailleurs, il a sûrement oublié l'article 11 de ce même pacte qui dit que toute personne a le droit à un revenu, à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. La bouffe, c'est pas tout.
Plusieurs personnes en situation de pauvreté réfléchissent sur la société dans laquelle elles vivent et comprennent comment ça marche. Mais lorsqu'on vit autant de contraintes, comment on fait pour s'organiser au quotidien? Je dois répartir adéquatement mon argent dans un budget restreint. C'est un très bon exercice de gestion parce que je n'ai aucun coussin financier. Par exemple, je fais mon marché dans une ville à l'extérieur d'où j'habite, faute d'épicerie où j'habite. Avec une amie qui m'accompagne, nous nous y rendons avec la voiture dans laquelle le niveau d'essence est le plus adéquat en fonction des sorties prévues. On répartit la petite richesse en partageant de l'essence. En plus de tout ce qu'elles vivent, les personnes en situation de pauvreté qui ont des enfants n'hésiteront pas à se priver pour leur éviter la discrimination à l'école, par exemple. Se priver quand tu manques de tout, ça veut dire de sauter des repas ou des pilules. Après 45 ans en emploi, Laurence a dû quitter pour des raisons de santé. Elle nous racontait qu'elle a eu besoin d'une bonne dose de capacité d'adaptation à ce moment-là. Elle s'est ressaisie, s'est réorganisée. Elle a dit qu'elle a vécu la débrouille. Une débrouille, par exemple, c'est d'avoir à courir à pied toutes les chaînes alimentaires pour glaner tous les spéciaux de la semaine et les banques alimentaires quand elles existent. Et parfois d'aller emporter à quelqu'un qui est encore plus mal pris. Disons que ça peut prendre pas mal de temps dans une semaine. Et puis des fois, il faut faire la queue dans les comptoirs vestimentaires. Vous voyez, vivre une situation de pauvreté, c'est un travail à temps plein. D'ailleurs, dans le préambule de la loi 112, la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, il est clairement dit que les personnes en situation de pauvreté sont les premières à agir pour s'en sortir. En plus de tout ce qu'elles doivent faire pour survivre, elles apportent également une contribution sociale. Guylaine, une intervenante, me disait qu'elle voit beaucoup de partage, de fierté, de débrouillardise. Aussi beaucoup de générosité, d'entraide, de bénévolat. Par exemple, il y a des gens en situation de pauvreté qui vont aider des voisines avec leurs enfants. Ou encore, d'autres sont des proches aidantes pour leurs parents âgés. Contribuer, c'est aussi partager ses savoirs. Vous l'avez déjà fait? Oui, on est nombreux et nombreuses à avoir été des auteurs du livre « Tenir parole ». Et on est beaucoup qui en sont fiers. Moi, je suis co-chercheur dans un projet de recherche participative qui s'appelle Croiser des savoirs pour changer des pratiques, en lien avec la formation des dentistes à l'Université McGill. Moi, j'apporte l'expertise des personnes en situation de pauvreté au Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. On a largement contribué à la proposition de loi du collectif et dont la loi 112 s'est inspirée. C'est pas rien. On est dans l'action. Les personnes en situation de pauvreté se mobilisent, militent. On a participé aux luttes concernant la loi 112, la loi 57, l'indexation complète des prestations à l'aide sociale, la gratuité des médicaments pour les gens à l'aide sociale, la hausse du salaire minimum qui ne sort toutefois pas de la pauvreté, puis à bien plein d'autres choses encore. On vous a présenté plusieurs expériences qui font voir qu'il y a beaucoup de personnes en situation de pauvreté qui sont intelligentes et qui sont impliquées. C'est ensemble, avec l'éclairage de chacun, chacune, qu'on peut avoir une compréhension juste de la société. On vous a aussi montré que ces personnes-là se débattent à longueur de journée pour s'en sortir. Qu'est-ce que ça pourrait changer de penser, décider et d'agir avec les personnes en situation de pauvreté? Quand on travaille avec des personnes en situation de pauvreté, on va au-delà des préjugés. Les décisions prises seraient sûrement plus justes et meilleures. Le regard est différent. Il permet de voir les choses sous un autre angle. Qui pense à mettre les chaussures dans la catégorie transport plutôt que dans celle de l'habillement?
On peut proposer des améliorations parce que nous voyons des choses d'un autre point de vue. On apporte un éclairage différent. Par exemple, si on avait fait partie de la décision lorsqu'il a été question du dépôt direct pour le crédit de solidarité, ça aurait été bien plus simple. On n'aurait pas eu à faire toute la lutte pour obtenir que des gens qui n'ont pas de compte de banque puissent recevoir ce crédit. On aurait pu dire dès le départ que ce n'était pas possible pour certaines personnes d'avoir un compte. La participation des personnes en situation de pauvreté a contribué à avoir des avancées et on a freiné des reculs dans les conditions de vie des gens. Si on n'avait pas été là, jusqu'où on se serait enfoncé? La participation des personnes en situation de pauvreté permettrait de diminuer les coûts sociaux de la pauvreté et d'avoir de meilleures lois. Parce que si on pensait, décidait, agissait avec elles, on vivrait dans une société plus solidaire, avec le respect de toutes et de tous, comme citoyennes et citoyens à part entière. On a toutes et tous le droit de prendre part aux décisions, de prendre notre place. Si comme projet de société, on favorisait l'inclusion avant tout, on ferait reculer le mépris envers les personnes en situation de pauvreté. Toucher quelque chose de plus grand que l'individualité fait naître la force. Chacun peut apprendre et enseigner du langage de l'autre, sans crainte de domination. Dignement, équitablement, dans un mieux-être légitime, fort de nos projets solidaires. Si tous les décideurs considéraient les personnes qui vivent la pauvreté comme des experts de leur situation et appliquaient le principe qui consiste à penser, décider et agir avec elles pour trouver des solutions viables, ce ne sont pas seulement les personnes en situation de pauvreté qui en profiteraient, mais bien l'ensemble de la société. Bon, on finit ça par une petite mise en scène. Oui, n'oubliez pas le micro, Lise. OK, on va avoir besoin de la lumière ici. C'est parfait. Voilà, la lumière ici. Alors, on a ici Madame la ministre. Madame la ministre, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, trouvez votre discours, là. Au nombre de pages que j'ai, un instant. Bon, moi, en tant que ministre, je sais ce qui est bon pour le Québec. Mes experts me le disent. Ils le savent, eux. OK, on pourrait avoir la lumière, s'il vous plaît? Oui, un peu partout, oui. Merci, super. Wow, beaucoup de monde ici. OK, là, on vient de voir, hein, vous avez compris, un scénario, comment qu'on pense, qu'on trouve que les décisions se prennent. Mais nous, on a autre chose à vous proposer. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde prenne part aux décisions, y compris les personnes en situation de pauvreté. Il faudrait prendre cette habitude-là dans tous les milieux de la société. Nous avons besoin de l'éclairage de toutes et de tous pour qu'aucune réalité ne reste dans le noir et que les décisions prises soient les meilleures possibles. Qu'est-ce que vous en dites?